aujourd'hui et cette matinée, déjà, je vous remercie d'être là. Alors évidemment, au fur et à mesure, je dois valider, je dois valider les personnes invitées. Donc, je risque peut-être entre-temps de m'arrêter. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est on va tout simplement faire un état des lieux. Un état des lieux, évidemment, je ne sais pas, alors peut-être pour certains, vous connaissez déjà le dispositif de formation en situation de travail. Pour les autres, ceux qui ne connaissent pas, j'ai préparé une présentation rapide un peu pour expliquer un peu ce que c'est les attestes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce que je propose, c'est qu'on va démarrer de suite. Alors évidemment, là, on est déjà en 2026. Ce qui se passe, c'est que l'objectif, alors il y a trois objectifs à l'issue de cette présentation. La première, c'est de faire un état de l'évolution de la formation en situation de travail depuis 2018. Alors je dis 2018, pourquoi? Parce que on est, euh, on est sur la réforme de la formation professionnelle en 2018. Alors évidemment, le dispositif en lui-même, alors il était en expérimentation depuis 2015. Donc on prendra une référence, le mieux c'est depuis 2018. Pourquoi? Parce que ça a donné, je dirais, la légalité du dispositif AFEST après la réforme de 2018. Donc, ça va être notre référence, même si au début, c'était un peu, je dirais, c'était moins connu, hein, parce que tout simplement les professionnels ne connaissaient pas, mais c'est venu petit à petit à partir de 2020-2022 où tout le monde commençait à se poser la question sur ce dispositif. Et aujourd'hui, évidemment, on en parle de plus en plus. Très bien. Donc, j'ai appelé ça une dynamique de trajectoire. Pourquoi? Parce que vous allez voir que il y a eu une évolution quand même du dispositif, hein, et on va expliquer un peu pourquoi il y a eu cette lenteur en termes je dirais, de croissance, malgré que le dispositif aujourd'hui est de plus en plus démocratisé et beaucoup de professionnels y répondent. Alors, rapidement, comme je vous ai expliqué, alors j'ai mis 2015. Pourquoi 2015? Parce qu'on est avant la réforme de la formation professionnelle de 2018. Évidemment, le dispositif de formation en situation de travail était en expérimentation. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais alors, pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, hein, parce que je vous ai préparé une étude, je dirais, une petite étude de marché, une petite étude d'analyse depuis 2018 que je vais vous fournir. D'accord? Pour ceux qui viennent d'arriver. Évidemment, si vous voulez ce document, il faudra tout simplement m'envoyer votre mail pour que je vous envoie tout ça. Alors, je dis que je me répète, hein, mais évidemment, pourquoi 2015? Parce qu'on était vraiment en phase d'expérimentation. Alors, arrive la réforme de la formation professionnelle 2018. Alors, évidemment, en 2018, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, je vais quand même donner rapidement, si je peux dire, une définition un peu du dispositif AFEST, sans rentrer dans les détails. Puisque 2018 va venir légaliser, je dirais, la formation, la loi à venir, hein, qui va inscrire au Code du travail la création, je dirais, d'une autre manière, comment on peut former ou développer des compétences, soit en entreprise, soit en organisme de formation. Donc ça, vous verrez après, puisqu'on va voir qu'il y a eu une évolution quand même assez rapidement du dispositif et pourquoi il y a eu cette crainte en 2020. Alors évidemment, j'étais parmi les premiers, si vous vous rappelez, pendant le confinement, où je me suis intéressé sur ce dispositif. Et d'ailleurs, comment dire, je l'ai pris comme sujet de mémoire.
Et 2020 arrive, on va dire 2018, 2020, crescendo, arrive le dispositif AFEST. Alors, vous allez voir après, on va comprendre assez rapidement pourquoi il y a eu ce retard de développement rapide après 2020, entre 2020 et 2022. Parce que, vous verrez, les OPCO eux-mêmes ne savaient pas comment financer ce dispositif, mais je vous rassure, aujourd'hui, tout est clair, tout est transparent. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet de cette présentation. Alors, 2020-2025, sur cette période, il y a eu une explosion, une multiplication par 10 des actions déclarées et certifications des référents. Alors, on va en parler. Tout à l'heure, vous allez voir les OPCO qui se sont mis assez rapidement sur le dispositif ATEST. Et on va voir après quelles sont les perspectives. Parce que ce qui va nous intéresser, nous, en tant que professionnels, c'est quelles sont les marges de manœuvre qu'on a pour développer, je dirais, ce dispositif en lui-même. Alors, je voulais tout simplement remercier pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je suis obligé à chaque fois de valider l'entrée. Très bien. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est qu'à l'issue, vous allez voir, on va se donner 1 heure, je pense, ça suffit largement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'issue, pour ceux qui sont intéressés, je me répète, c'est que je vous ai préparé une analyse du marché des dispositifs de formation en situation de travail avec tous les partenaires qui gravitent autour depuis 2018 jusqu'à 2026, donc alors 26, 25 plutôt, et les perspectives qu'il y a à travailler sur ce dispositif. Donc, si ça vous intéresse, après la présentation, il faudra tout simplement m'envoyer votre mail pour que je vous envoie ça. Alors, j'ai travaillé, alors évidemment, je vous ai fait un graphique pour pouvoir vraiment voir la croissance. Alors, évidemment, les indicateurs qui m'intéressent ou qui vous intéressent pour voir un peu le dispositif, est-ce qu'il a évolué, sur les 3 dernières années, évidemment, c'est les OPCO. Pourquoi? Parce que c'est les opérateurs de compétences qui a 3 ans à peu près, on est en 2026, donc début 2026, on va partir du principe qu'on va calculer ça à partir de 2025. On va prendre 2022, 2021. Ou les OPCO, alors parmi les premiers OPCO qui s'est mis un peu sur le financement des formations en situation de travail, c'est Acto. C'était parmi les premiers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient budgétisé ça sur les demandes de dossiers. Alors, on voit ça rapidement quand même, vous voyez une évolution. D'accord? Donc, en 2022, on avait à peu près 1068 déclarations de dossiers. Je parle des dossiers de formation en situation de travail, les demandes de financement concernant le dossier. On voit assez rapidement, regardez, une évolution. Alors, cette évolution, elle est logique, parce que c'est vraiment un nouveau dispositif qui arrive, comme je vous ai expliqué au début. Beaucoup de professionnels ne savaient pas, et pour ceux qui connaissaient un peu, comme c'est arrivé trop tôt, ils n'arrivaient pas à bien définir. Pourtant, tout est transparent, tout est comment dire, écrit par décret, parce que c'est un dispositif quand même qu'il faut respecter en termes de décret, parce qu'il est inscrit dans la loi. Très bien, voilà. Donc là, en 2025, on est à 10 592, je dirais, dispositifs ou dossiers qui ont été financés par les différents OPCO. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais ça nous donne un peu quand même une marge. Il y a eu quand même une multiplication par 9,9 en 3 ans. Donc, vous voyez, je pense que 2026, d'ailleurs, on le voit avec les appels d'offres qu'il y a, et on va essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on parlera après du cadre légal rapide, mais surtout les perspectives, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les perspectives plus tard. Alors évidemment, ici, c'est un autre schéma, un schéma identique, qui va nous donner une évolution des déclarations AFEST auprès des OPCO. Alors évidemment, on a compris que c'est un marché qui a multiplié son volume par 10 en seulement 3 ans. Donc ça, c'est très important parce que nous, en tant que professionnels, je dirais, de l'ingénierie de formation et du développement des compétences, que ce soit en entreprise ou en organisme de formation, ce dispositif,
je dirais, c'est un levier important pour le développement, surtout que nous vivons une évolution du marché de la formation. Et vous allez voir pourquoi, tout en intégrant cet outil qui arrive, qui est l'intelligence artificielle, puisque ce qui nous intéresse surtout, c'est ne pas aller contre-courant, mais aller comprendre un peu le marché, comment il va évoluer. Alors, ça, c'est une petite introduction. Et évidemment, vous, en tant que professionnel aujourd'hui, vous vous posez la question, hein, je pense que vous connaissez déjà, il y en a certains peut-être qui ont déjà mis en application ce genre de dispositif, ou certains qui veulent travailler cette partie. Alors, on va essayer, on va démarrer pour voir un peu et vous démontrer que la FEST va devenir un standard incontournable des organisations apprenantes. Et ça, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un seuil plus je dirais, de croissance ou de développement, mais un seuil de ce que j'appelle moi un seuil de standardisation. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment, aujourd'hui, il y a trois conditions, trois piliers les trois piliers qui vont valider ça. C'est d'abord l'affordance, ça veut dire que les conditions de l'environnement et de la mutation de la formation va inviter ce dispositif à vraiment se démocratiser de plus en plus. Et j'insiste sur le fait que nous, en tant que professionnels, surtout quand on travaille dans la formation, c'est que plus une idée passe, et mieux c'est, et plus un dispositif fonctionne, et mieux c'est pour nous. Pourquoi? Parce qu'on sait faire et on travaille dessus. Donc ici, c'est créer les conditions pour que l'environnement de travail invite naturellement au développement des compétences. Et je suis certain qu'aujourd'hui, l'environnement est prêt à accepter systématiquement les formations de situation de travail. On verra plus tard comment le faire, quelles sont les idées, comment on pourrait imaginer ça. Alors évidemment, il y a la notion d'agentivité, hein, donc ça c'est des notions que je pense que, alors vous les aurez aussi dans le document que je vous enverrai, hein. Donc l'apprenant, pourquoi? Parce que dans ce genre de dispositif, l'apprenant devient acteur de son parcours quand on s'oriente sur le dispositif pédagogique, parce que là, on est plutôt dans l'ingénierie stratégique de la formation, hein, jusqu'à maintenant, mais au fur et à mesure qu'on va évoluer sur ce dispositif, il est évident qu'on va travailler l'ingénierie de formation, mais aussi l'ingénierie pédagogique. Vous voyez que dans ce dispositif, le premier acteur, c'est le sujet. Ici, le sujet, c'est l'apprenant, le salarié ou le stagiaire qui développe les compétences. Et on va finir par un troisième point qui fait le levier de développement de compétences par le travail, c'est la réflexivité. Alors évidemment, on ne va pas définir ce que c'est la réflexivité aujourd'hui, mais c'est la clé pédagogique, hein, qui va transformer l'action en connaissance, ce qu'on appelle conscientiser le sujet par les tâches qu'il réalise. Alors, très bien. Alors évidemment, je dirais, un distinguo entre une formation standard et une formation qui va amener au sujet de développer des compétences par le travail. Par exemple, aujourd'hui, l'entreprise, pour les entreprises qui ont décidé de mettre en place ce dispositif, évidemment, ils ne feront plus marche arrière. Pourquoi? Parce qu'on est sur par exemple, en termes de, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, on aborde plutôt la notion stratégique, hein, de l'intégration du développement des compétences en entreprise et quel est le coût de retour d'investissement. Alors, vous avez compris qu'ici, il y a surtout le coût logistique, hein, puisqu'en général, sur des formations classiques, il faut envoyer le salarié dans un organisme de formation pour qu'il se forme, hein, alors que dans l'expertise à FEST, le salarié peut rester dans l'entreprise. D'accord? Au il va rester dans l'entreprise. Alors, tout dépend du dispositif, hein, d'accord? Alors, ici, sur ce qu'on appelle le ROI ou le retour d'investissement sur la partie business, évidemment, sur des formations classiques, on est sur du post-stage, hein, alors que sur la FEST, on est immédiatement sur la notion de production. Pourquoi production?
Et c'est là où c'est là où ça va nous intéresser, c'est que dans les séquences, parce qu'on va l'aborder tout à l'heure, vous allez voir hein, rapidement, je vous ai préparé quelque chose, c'est que dans les séquences en situation de travail apprenante, le sujet ou le salarié est en situation de production, donc création de richesse. Alors, il y a l'aspect pédagogique, qui est l'ingénierie pédagogique. Donc ici, dans les formations, évidemment, on est sur de la théorie et des standards qui existent aujourd'hui, hein, qui vont disparaître de plus en plus avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Je rappelle quand même dans la notion de développer des compétences par le travail, c'est aussi du réel. Donc, on est sur des contextes. Hein. Contexte, ça rappelle un peu la contextualisation des situations quand vous faites des promptings, par exemple, pour sortir un peu du cadre et revenir, c'est que ici, le sujet est en situation de travail apprenant. Et surtout la traçabilité, puisque aujourd'hui, en tant que professionnel, nous devons tracer systématiquement les preuves de développement de compétences, mais aussi les séquences réflexives. Alors, vous voyez que je voulais faire, je dirais, une comparaison, si on peut dire, entre ce qu'il existe. Alors, attention, l'APES, vous allez voir, ne vient pas systématiquement se substituer sur les formations qui existent. Pourquoi? Parce que la loi ne dit pas ça, mais la loi va redéfinir ce que c'est le développement des compétences et elle va dire que le développement des compétences peut être réalisé en situation de travail. C'est là où ça va nous intéresser et comment on va construire cette véritable ingénierie. Alors aujourd'hui, un indicateur supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, le coût moyen d'un parcours, on est à 1 200 €. Alors évidemment, ce chiffre vient des propositions de financement des OPCO. Hein. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que nos indicateurs, c'est les opérateurs de compétences. Alors, pourquoi c'est une niche rentable? Ça, évidemment, c'est une niche rentable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tout le monde sait faire de la FEST? Non. Est-ce que tout le monde doit aller vers de la FEST? Oui, hein, parce que vous, en tant que professionnel, vous devez créer ce qu'on appelle des leviers supplémentaires, une marge de valeur ajoutée à votre prestation, hein, si vous voulez. Et évidemment, demain, si vous faites de la FEST, vous savez faire, vous allez augmenter par défaut votre chiffre d'affaires. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est de faire un état des lieux et prouver l'importance de l'évolution de ce dispositif sur le marché et surtout qu'on arrive à un seuil de démocratisation de ce dispositif. Très bien. Alors ce que je propose, c'est que j'ai fait un état rapide. Hein. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que je vous enverrai une étude de marché que j'ai réalisé rapide, hein, puisqu'aujourd'hui, il faut apprendre à utiliser des outils avec des leviers opérationnels sans perdre son temps. Et ce qui se passe, c'est que on va essayer un peu rapidement, une fois qu'on a fait un état des lieux, je ne vais pas rentrer plus dans comment dire, les financements des opérateurs de compétences, puisque je vous l'ai mis dans le document. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, évidemment, je vous enverrai une étude de marché rapide que j'ai réalisée sur l'évolution des AFES depuis 2018 jusqu'à 2025. Et vous allez voir, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau et surtout un travail de niche, hein, parce que vous avez votre expertise. Alors, le champ de la prestation, évidemment, va s'ouvrir puisque plus vous travaillez des niches, comme la FES dans la santé, dans la logistique, dans le transport, donc évidemment, il y a de quoi faire. Alors, sur la deuxième partie, pour ceux qui ne connaissent pas la FES, et même pour ceux qui ne connaissent, ça va faire peut-être une petite révision. C'est quand on va aborder, évidemment, la partie légale tout à l'heure. Mais ce qui va nous intéresser sur cette croissance que la FES a vécue depuis 2018, hein, c'est d'abord, elle va durer et je suis certain qu'elle va se démocratiser et ça va devenir un standard. Alors, quand je dis un standard, ça va devenir comme la formation à distance, comme aujourd'hui, on en parle, c'est normal de réaliser une formation à distance, comme il y a une formation en présentiel. Donc, attention, la FEST va s'intégrer systématiquement
d'accord, dans la stratégie de la formation professionnelle en entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les OPCO, comme les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, savent aujourd'hui financer la FEST. D'accord? Alors peut-être il y aura des évolutions. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la plupart des appels d'offres, les appels d'offres, donc ça c'est autre chose, vont obliger le prestataire d'utiliser des parcours de formation en situation de travail. Donc il y a vraiment cette compétence que le professionnel doit avoir, et on rentrera plus dans le détail, comment développer ses compétences, qu'est-ce que je dois faire, surtout si vous êtes déjà dans le monde de la formation. Alors, l'hybridation, il y a, et c'est là où ça va nous intéresser, puisque je dirais qu'il y a deux courbes, hein, la courbe de croissance et évidemment la courbe d'intégration hybride de l'intelligence artificielle qui va venir nous aider surtout sur la partie, je dirais, sourcing des supports, mais aussi de tracer l'automatisation des éléments de preuve qu'aura besoin, par exemple, le prestataire, mais aussi, par exemple, Calliope, du comment on a développé les compétences par le travail. Très bien. Alors, cette vision stratégique, tout simplement sur la première partie, ce que je voulais échanger et surtout vous transmettre, c'est que la FEST n'est plus une simple modalité pédagogique. D'accord? C'est l'ADN des organisations apprenantes. Donc, on passe vraiment à une autre étape. Donc, en 2026, l'ingénierie du travail est devenue la ressource la plus précieuse des entreprises. Donc, aujourd'hui, une entreprise, elle n'a qu'un intérêt, c'est d'utiliser ce genre de dispositif. Alors, le problème des entreprises, ils ne connaissent pas. D'accord? Alors, ils entendent parler, mais ils ne connaissent pas. Donc, nous, en tant que professionnels, plus, comme je l'ai dit, plus ce dispositif va se démocratiser et mieux sera pour nous parce qu'on sera prêt à aller encore plus loin, puisqu'aujourd'hui, on a assez de retours d'expérience pour comprendre comment construire ces parcours. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je suis Sofiane Bakouche, donc j'étais parmi les premiers à parler de la FEST déjà en 2018, hein, juste après la réforme. Alors évidemment, j'ai réalisé les plus grosses masterclass sur les AFET, parce que beaucoup ne connaissaient pas pendant la période du confinement, en 2020 déjà, hein, et aujourd'hui, j'accompagne les organisations, les équipes à développer je dirais, 4 pôles importants. Le premier, c'est l'ingénierie de formation, évidemment. Le deuxième, c'est l'ingénierie pédagogique et didactique. La stratégie de la formation sur le troisième point. Et surtout, pour finir, c'est conseiller, accompagner les organisations au changement. Parce que, évidemment, il y a cette partie qu'on travaille juste après quand on fait un bilan suite à un dispositif AFEST. Et sans équivoque, c'est l'idée aussi, nous, en tant que professionnels, c'est rechercher du sens par notre travail. Alors, sur la deuxième partie, on va parler du cadre légal rapidement, hein, pour vous expliquer, alors pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Je rappelle que le dispositif AFEST arrive en 2018, hein, après la réforme du Code du travail pour la mise en œuvre de la formation, l'évolution de la formation professionnelle, sur la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, donc du 5 septembre 2018. Alors ici, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle dit, à vrai dire, la loi? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la loi. Hein, parce que après, ce qui existe sur le marché, c'est autre chose, dans le sens où on peut amener le professionnel à des erreurs. Hein, et vous allez voir, il y a un ou deux choses que je vais soulever avec vous. C'est la loi va considérer qu'aujourd'hui, comme hier, on faisait de la formation en présentiel et à distance, d'accord, on peut considérer qu'aujourd'hui, qu'une personne qui est en situation de travail peut être considérée en formation. Mais attention, elle ne peut être en formation que si 4 conditions soient présentes et on va les aborder de suite. Donc ici, elle consacre la FEST comme l'un des 4 modalités d'action de formation, au même titre que présentiel et distanciel. Et ça, c'est important parce que, comme je dis, ça ne vient pas substituer le présentiel ou le distanciel, mais elle vient en complément, considérant qu'on peut développer des compétences tout en travaillant, et c'est ça qui va nous intéresser.
Alors, les conditions de mise en œuvre, et c'est ça qui est intéressant, ce qui est différent par rapport au présentiel et au distanciel. Alors, évidemment, au distanciel, il faudra quand même des outils pour prouver que vous avez fait une formation, mais ce n'est pas indiqué par la loi. Donc, la FEST, c'est quelque chose qui est indiqué et elle a des conditions de mise en œuvre. Donc, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, on aborde la deuxième partie. Donc, on survole un peu la FEST. Donc, ce décret précise les conditions strictes de validité d'une AFEST. D'accord? Donc, sans le respect de ces critères, l'action ne peut être qualifiée de formation au sens légal et financier. Alors, ne peut être considérée comme formation. Qu'est-ce qu'on en comprend? C'est qu'elle définit un cadre sécurisant pour l'employeur et bien sûr pour l'apprenant. Alors, les conditions, c'est quoi? La première condition, évidemment, et vous allez voir après, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y avait un levier, je dirais, qui a retardé l'évolution de la FEST entre 2018 et 2020, c'est que les OPCO ne comprenaient pas encore ce parcours. Ça, c'est mon retour d'expérience. Pourquoi? Alors, un, ne comprenait pas exactement, et deux, donc ils devaient former leurs conseillers, et deux, il y avait un levier important, c'est qu'ils ne savaient pas comment budgétiser ou financer ce genre de parcours. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les deux leviers, ce que j'ai remarqué. Alors évidemment, je peux peut-être oublier quelques leviers, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est fait. Pratiquement tous les OPCO, et je crois que le dernier, c'est l'OPCO Santé, qui aujourd'hui a le financement de ce genre de dispositif. Donc, les conditions de mise en œuvre, c'est vraiment 4 leviers. Le premier, pardon. Alors évidemment, l'analyse préalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand tu as un client qui veut mettre en place ce dispositif, obligatoirement, tu vas réaliser ce qu'on appelle une ingénierie de formation. Donc cette ingénierie, c'est quoi? C'est l'analyse de l'activité de travail pour l'adapter à des fins pédagogiques. Ça veut dire que l'adapter à des fins de développement des compétences. Donc créer ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Alors je vous rassure, en général, quand on aborde cette phase, c'est qu'on est à 95% sûr que le projet va aller au bout. Donc, on ne va pas s'amuser à financer une analyse préalable pour dire non, ça ne marche pas, ça ne va pas être possible. Non. Alors, l'analyse préalable. Alors, sachez quand même qu'aujourd'hui, les OPCO ont un budget alloué à ça et qui peut arriver à 800, 1200 euros la journée selon la consistance du projet. La condition 2, c'est, alors évidemment, sur l'analyse des préalables, dit créer des véritables séquences de situations de travail apprenantes. Donc, au lieu qu'il soit en salle de classe, il est en situation de travail, il est censé développer des compétences dans cette situation de production. 2, un formateur. Alors attention, et ça c'est le premier levier que je dois, parce que vous voyez sur le marché, il y a beaucoup cette notion de référent, de tuteur. Pourquoi? Parce que je pense que sans le vouloir, on a ramené ce dispositif à l'apprentissage. D'accord? Donc on a utilisé la notion de tuteur-référent, parce que ça fait partie de la culture, je pense, de la formation professionnelle, mais la loi indique que c'est un formateur qui doit accompagner ou être désigné préalablement, d'accord? Expert, métier ou tuteur. Alors, évidemment, c'est marqué tuteur, mais par défaut, le marché, aujourd'hui, évidemment, on va former ce qu'on appelle un référent dans l'entreprise. Alors nous, moi, j'appelle ça un accompagnateur pédagogique. Pourquoi? Parce que je mets l'accent surtout sur cet accompagnement pédagogique. On n'est pas on n'est pas vraiment dans le tutorat, d'accord? Pourquoi? Parce que dans la première partie, je vous ai expliqué que dans le dispositif AFEST, le centre, le cœur du dispositif, c'est l'acteur, le sujet, c'est l'apprenant. Donc, on doit le préparer pour cette partie. Donc, alors évidemment, en tant que prestataire, l'entreprise peut aller chercher un formateur externe pour mettre en œuvre, mais pas l'analyse préalable, mettre en œuvre la formation. D'accord? OK. Donc, le troisième point, c'est la réflexivité, et c'est ça le deuxième levier qui est important et qui va vraiment mettre l'accent sur ce dispositif en comparaison à des formations qu'on connaît nous. D'accord? Donc, la réflexivité, là, c'est vraiment des séquences réflexives, donc la mise en place de séquences qu'on doit travailler dans la partie, comme je vous le rappelle, la partie analyse préalable. D'accord? Donc, évidemment, réflexivité, attention, beaucoup confondent ça avec une évaluation.
D'accord? Donc, j'ai vu beaucoup de dispositifs où on va intégrer des questions, comment dire, un questionnaire avec des réponses pour dire alors, je ne vais pas définir ce que c'est la réflexivité parce que ce n'est pas l'objet, mais l'idée, c'est définir les choses avec des mots simples, d'accord? Si vous êtes des professionnels de la formation professionnelle, vous allez vite comprendre. Et évidemment, le quatrième point qui est l'évaluation. Donc, évaluer le parcours qui jalonne, c'est-à-dire créer des évaluations qui jalonnent le parcours et qui vont valider le développement des compétences de l'action. Donc, vous voyez que le cadre légal va prendre ces 4 points. Et comme je l'ai dit au début, ne vous inquiétez pas, on se laissera peut-être 10-15 minutes si vous avez des questions, donc je serai là pour vous répondre. Alors, évidemment, sur la deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire? L'ingénierie de l'activité nous oblige à comprendre, nous, en tant que professionnels, que la loi impose une phase préparatoire, d'accord, comme je vous l'ai dit, sur l'étude de faisabilité. Et celle-là, elle est déjà financée par les OPCO, hein, d'accord? Elle est financée par les OPCO. Alors, je valide en même temps, hein, parce qu'il y a du monde qui arrive, donc je suis obligé à chaque fois de valider. Alors, évidemment, l'objectif, c'est d'identifier les situations de travail apprenantes, aménager des situations pour garantir le droit à l'erreur. Alors, il y en a beaucoup qui ont parlé de cet aspect qui est l'erreur, hein, parce que d'ailleurs, notre expérience est faite d'erreurs. Et heureusement qu'on a fait des erreurs pour pouvoir évoluer dans notre carrière professionnelle et même notre carrière de vie. Donc, définir ainsi les objectifs de compétences précises. Alors, pour revenir un peu sur ce cadre légal, la séquence réflexive est une obligation majeure du décret. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas. Alors, la difficulté en général que les professionnels, pas tous, hein, ont, avoir cette capacité de dissocier les séquences réflexives et les séquences en situation de travail apprenante. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes organisationnelles dans l'entreprise. Donc, évidemment, si vous travaillez et si vous avez une entreprise, vous comprendrez que, évidemment, l'entreprise va avoir des contraintes organisationnelles, mais c'est vous, votre capacité de faire une étude viable où vous allez vous adapter. Parce qu'entre ce que vous allez préparer et le terrain, évidemment, il va y avoir une marge. C'est pour ça qu'on aborde en premier lieu ce qu'on appelle le prescrit et le réel. Donc, la réalité, ce n'est pas toujours ce que vous avez préparé. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des points-étapes durant le parcours pour réguler et avoir le meilleur parcours possible pour que ça devienne un standard. Et aujourd'hui, sur la première partie qu'on a abordée, évidemment, aujourd'hui, la formation devient réellement un standard. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la partie formateur, hein, mais surtout sur la partie obligation de preuve de traçabilité. Toute preuve est prise, c'est-à-dire ça peut être de la vidéo, de l'audio, de la traçabilité feuille, je parle de grille en elle-même, mais aujourd'hui, pour être financé par les OPCO ou justifié lors de l'outil Caluel, la FES doit laisser des traces. Je pense que vous avez l'habitude, hein, des protocoles individuels, des preuves de réalisation et des dossiers d'évaluation. Alors, en général, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des PIF. Un PIF, c'est un projet individuel de formation ou un passeport de compétences, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, où le sujet, le salarié, aura son propre passeport de compétences tout le long de la formation de situation de travail. Donc, là, on est vraiment sur le cadre légal. Et évidemment, il faut faire très attention. Hein, c'est pour ça que il est possible aussi que vous ne soyez pas conforme hein, quand vous présentez ou votre client présente le financement. Donc, il faut faire très attention, il faut préparer bien le dossier. Alors, évidemment, il peut avoir un refus, hein, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut revenir sur la maîtrise, ce genre de dispositif. Quand vous le maîtrisez, évidemment, il n'y a pas de souci, il n'y aura aucun problème. Les entretiens professionnels, attention, actions non reconnues comme formation, c'est-à-dire que beaucoup vont appeler les séquences réflexées, par exemple, ou comme des entretiens professionnels. Non, c'est pas toujours ça.
Et domaine de risque, défaut de formation sécuritaire en termes d'accident de travail sur des parcours de formation bien spécifiques. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment pour balayer ce qu'on appelle le cadre légal. Donc ici, la FES n'est pas un mode de formation dégradé, c'est au contraire une ingénierie d'excellence qui redonne ses lettres de noblesse au travail apprenant. Moi, je suis convaincu que un dispositif d'ingénierie de formation bien travaillé, c'est un dispositif qui va avoir une mise en œuvre opérationnelle. Rien n'est parfait, hein, mais l'objectif, c'est comme je vous ai dit, aujourd'hui 2025-2026, on est vraiment dans la standardisation un peu de la FEST. Donc, je vous invite vraiment à y aller, à apprendre comment construire ce genre de dispositif pour pouvoir le proposer à votre niche, à vos clients, et d'avoir ce qu'on appelle des leviers de valeur ajoutée. Alors, évidemment, le cadre comme une protection, hein, le respect de la loi, sécurisé sur les 3 niveaux, que ce soit financier, social ou juridique. Et sur cette partie, je pense que le cadre légal, pour ce que j'ai balayé, hein, pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils ont vite compris, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on a donné que l'ingénierie ou le dispositif en lui-même est régi par la loi, donc vous ne pouvez pas imaginer des choses comme vous le voulez. Par contre, vous pouvez travailler ce qu'on appelle la didactique professionnelle, on peut travailler la pédagogie professionnelle pour prouver que cette séquence, c'est vraiment une séquence réflexive, une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'on entend par la réflexivité, dans un contexte bien précis. D'accord? Très bien. Alors maintenant, parlons un peu stratégie, hein, puisque à l'issue, on a fait un état des lieux, évidemment, il y a eu une croissance un peu des dispositifs depuis 2020-2022 hein, jusqu'à maintenant. Donc, évidemment, il ne peut avoir qu'une évolution de ce standard de dispositif. Et quelle est la stratégie? Et c'est là où, pour ceux qui viennent d'arriver aussi, hein, parce qu'il y avait des retardataires, on a aussi le document, j'ai travaillé un document, donc si vous le voulez, il faudra tout simplement m'envoyer votre boîte mail pour pouvoir vous le transmettre par mail. Très bien. Donc, on a vu la stratégie. Alors, évidemment, mixé à l'intelligence artificielle, comme levier de traçabilité, mais aussi d'automatisation, hein, parce que vous voyez que le paysage de la formation, ça je le répète, a radicalement changé, il va encore changer. Aujourd'hui, les 3 piliers de la FEST en termes de stratégie, c'est aussi diagnostiquer les projets d'entreprise, donc apprendre à créer des véritables, je dirais, standards en termes de faisabilité des projets à FEST. Donc, on peut standardiser ça, d'accord? Faire une analyse collective. Pourquoi? Parce que, alors ça aussi, je vous donne, hein, un des leviers qu'il faudra travailler quand vous mettez un dispositif comme ça, c'est surtout accompagner l'entreprise au changement. D'accord? Parce qu'il va avoir un impact quand même, un impact en termes de modification des tâches, des process. Des fois, on n'a pas la pourquoi parce que il faut laisser plus de temps aux stagiaires ou aux salariés à développer les compétences dans les ateliers ou dans une démarche d'activité. Donc, il faut obligatoirement une implication un peu participative. En général, c'est les RH, les managers qui s'occupent de ça. Et aussi, prenez ça comme un levier de changement de procédure au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment leur dire, voilà, attention, vous allez gagner de la valeur ajoutée en termes de réduction des coûts et sur l'investissement que vous allez faire en termes de développement des compétences, sur le projet que vous prévoyez avec ce salarié ou ces salariés. Donc ça, c'est une chose. Alors, je rappelle que, par exemple, quelques résultats. Hein. Donc, le temps d'autonomie, on est sur un résultat mesuré à plus de 30%. Alors, ça, c'est des indicateurs que j'ai trouvé que ma machine a pu sur ces campus et grands groupes. Hein, donc, ça, vous devez connaître. Résultat au titre professionnel, on est à 96%. Alors, pourquoi titre professionnel? Parce que, alors, on a appelé ça l'affestisation des certificats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça je ne voulais pas dire, c'est qu'on peut construire des parcours de formation
à des fins de titre professionnel ou de titre, hein, je fais le distinguo entre eux, ou de certification, mais avec un dispositif de formation en situation de travail. D'accord? Donc, il y a vraiment cette volonté de développer des compétences tout en travaillant, tout en respectant le référentiel métier. Alors, en termes de productivité globale, on est à plus 10%. D'accord? Ça, c'est l'OPCO Atlas qui a pu mesurer ça. Évidemment, réduction du turnover à moins 15% OPCO mobilité. Donc, ça, tout ça, c'est des indicateurs. Vous verrez que je pourrais vous envoyer sur l'étude d'analyse que j'ai réalisée. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des vrais indicateurs, et ça parle pour une entreprise. D'accord? Donc, évidemment, il faut positionner le projet dans une approche plus globale sur le coût d'investissement de la formation. Je donne un exemple. Hein. Par exemple, vous allez voir un CHU va acheter, par exemple, pour 2 millions, 3 millions de formations par an. Alors évidemment, pour former 3 000, 4 000 salariés. Donc évidemment, il y a vraiment un levier à faire. Donc ça, je vois dans une autre dimension, dimension plus globale. Hein, mais on peut travailler une dimension plus petite sur des petites, moyennes entreprises qui veulent développer des compétences chez les salariés. Alors aussi, il y a l'impact social et QVT, puisque aujourd'hui, Calliope joue un levier important dans ça. Et vous voyez que la FEST n'est pas qu'un outil productif, c'est un vecteur de transformation sociale. C'est-à-dire que la satisfaction QVT, réduction de l'absentéisme, et le dialogue social, d'accord, donc la verbalisation du travail réel, facile, des échanges avec les rivaux. Donc, tout ça va graviter tout autour de votre dispositif de formation. Très bien. Alors, le rôle stratégique aujourd'hui des RH, et ça c'est pour les entreprises, c'est qui est l'architecte de l'organisation, c'est intégrer la FEST, donc évidemment, non, dans une démarche de progression, mais pas dans je dirais, non comme une action isolée. Donc ça, c'est très important. La professionnalisation, investir dans la formation des tuteurs et la posture réflexive. Donc, le dialogue social, c'est la co-construction, construire la démarche avec les partenaires sociaux dès le diagnostic. Et évidemment, standardisation, développer les kits internes pour réduire le coût d'ingénierie. Donc, pourquoi? Parce qu'on va savoir faire et on va adapter à chaque fois la même chose, évidemment, avec un contenu qui soit différent. Alors, répartition des modèles, par exemple. Alors là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les perspectives. D'accord? Les perspectives. On va voir on va avoir 50% évidemment de marge. Le modèle systémique devient dominant pour assurer la pérennité des compétences. Donc, on est à 50%. 30% pour tout ce qui est minimaliste, et évidemment, hybride IA, comme je dirais, mix avec les parcours de formation en situation de travail. Bon, ça, c'est un schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et n'oubliez pas pour 2026, c'est vraiment l'hybride IA. Donc, l'IA va venir agréger vos parcours, dans les aspects contenus, d'accord, procédural, mais aussi sur la partie indicateur d'évaluation. Donc, l'intelligence artificielle va vous aider sur le diagnostic assisté par analyse vidéo, le micro-learning couplé avec la consolidation théorique. Pourquoi? Parce que la FEST peut être intégrée dans ce qu'on appelle la multimodalité. D'accord? Et penser systématiquement multimodalité. D'accord? Le savoir, ce n'est pas systématiquement la compétence. D'accord? Donc, il est possible d'intégrer les 3 modalités dans un dispositif de formation. Évidemment, la traçabilité, automatiser des preuves de compétences. Et là, bon, aujourd'hui, il y a des outils qui le font, mais vous pouvez aussi aller chercher des outils comme on le fait pour aller tracer vos parcours d'ingénierie de formation par le travail. Voilà. Donc, évidemment, ce que je peux vous proposer, si vous avez des questions, on peut tout simplement, je peux répondre à vos questions. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à y répondre. On va
Ou est-ce qu'il y a des choses que… Alors, vous avez le chat juste en bas, sinon, vous pouvez intervenir. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez… J'ai compris. J'ai une question, Oui. Sophia, je me permets. Est-ce que, dans le recul que tu as, on peut parler d'AFEST pour améliorer le onboarding ou la formation à l'arrivée d'un salarié en entreprise? Oui, oui, alors ça, alors ça existe déjà. Ça existe parce que France Travail a mis en place ce qu'on appelle les PE, les fameux POI, hein, c'est les emplois, donc les contrats de travail avec obligation d'intégration au début de formation, d'une formation. Donc, les entreprises qui recrutent, par exemple, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, en général, du service aussi, vont embaucher 3, 4 salariés non formés avec des situations bien spécifiques et l'entreprise a cette obligation de les former pendant les 100 premières heures de leur contrat de travail. Donc, évidemment, à l'issue de l'intégration du contrat, à la signature du contrat, France Travail va financer, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je vais financer 100 heures, 150 heures, à un poste de travail. D'accord? Donc, oui, la réponse est oui. Donc, on est vraiment dans cette démarche. Donc, le salarié qui vient de signer un contrat va se former pendant 90, par exemple 90 heures étalées sur un mois et demi. Hein, et à l'issue de la formation sur le poste de travail, ben, il intègre le poste globalement pour un contrat soit CDD, soit un CDI. Donc, la réponse est oui. Merci. Ça existe déjà. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, donc il n'y a pas de souci, hein, je suis à votre disposition. Alors évidemment, on va finir par le modèle économique, hein, parce qu'il faut aussi parler business. Le modèle économique de la FEST, j'ai fait quelque chose de très simple en termes de dispositif décomposition des coûts. Parce que beaucoup posent la question en disant, ouais, mais comment je finance, comment ça se passe en termes de financement et tout, demain, je fais la presta, je fais un devis. Alors, il faut vraiment distinguer deux volets importants. Le premier volet, c'est le volet analyse. C'est-à-dire que quand tu fais de l'ingénierie de formation, tu dois faire l'étude de faisabilité. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je vous invite à aller sur les OPCO, hein, les sites, vous allez voir les OPCO, Atlas, Acto et tout. Ils ont budgétisé tout ça. Donc, ils te donnent une fourchette, hein, une fourchette de financement. Alors, en général, c'est entre 800 et 1200 euros la journée hein, d'études de faisabilité. D'accord? Donc ça, vous allez la répercuter évidemment chez votre client parce que c'est l'entreprise qui va se faire rembourser. Mais grosso modo, il y a deux volets importants qu'il faut distinguer. C'est votre ingénierie de formation. Alors moi, je ne vais pas vous dire, oui, restez 2 jours ou 3 jours sur une ingénierie, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, évidemment, si on est à 800 à 1200 euros la journée, 3 jours, ça fait pratiquement plus de 3500, 4000 euros, donc ça chiffre vite. Donc c'est à vous de voir, d'accord? Donc évidemment, la charge de travail est liée à l'importance du projet. Hein. Donc quand je construis un projet de 25 heures ou de 35 heures, ce n'est pas un projet de 150 heures, donc c'est pas pareil ou de 850 heures. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça, c'est une chose. Le deuxième volet de financement, c'est surtout le parcours en lui-même, donc le nombre d'heures affectées à la formation. Alors, il y a deux choses. Soit c'est vous qui allez intervenir, ou c'est une tierce personne. D'accord? C'est ce que j'appelle la mise en œuvre. Donc, ça, c'est le deuxième volet de financement de la formation, puisque vous allez aller au bout du projet. Donc, alors, l'option, c'est quoi? L'option, c'est proposer à l'entreprise de former quelqu'un en interne, puisque à long terme, ils auront besoin de quelqu'un. Donc, ça vous fait quand même un troisième levier important. Alors, la contrainte dans ce genre de contexte, c'est qu'en général, on va vous dire, ah bon, vous voulez former un référent à FEST, vous avez que
14 heures, par exemple. Donc là, 14 heures, si vous avez une formation que vous avez construite de 25 heures ou 35 heures, vous êtes obligé de mettre ça sur 14 heures. C'est comme ça. Donc, on n'a que 14 heures. Donc, vous êtes obligé d'intégrer. Donc, vous êtes obligé de construire un parcours d'un tuteur AFEST, par exemple, qui va accompagner les salariés à développer les compétences en entreprise sur 14 heures. Donc, vous devez aller vraiment à l'essentiel en termes de développer pour lui expliquer son rôle dans l'entreprise sur l'accompagnement. Donc, l'investissement en amont et la mise en œuvre. Alors, préparer la réussite, c'est évidemment sur l'étude de faisabilité. Donc, l'analyse du travail, le design du parcours et la professionnalisation. D'accord? Donc, c'est ça qu'on vient d'aborder sur les 3 volets en termes de financement. Alors, le coût humain en termes de déploiement, évidemment, l'entreprise va gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que le coût de l'année dernière va être différent du coût de cette année. Puisque, le formateur en interne, le temps d'apprenant et la productivité. Donc, il ne perd pas de productivité parce qu'il va produire, il est en situation de travail. Alors, après l'analyse du travail, évidemment, on peut aller encore plus loin. En général, on parle de ce qu'on appelle la performance. D'accord? La performance, quand un salarié est agile et comprend vite, donc évidemment, là, on est à l'aise et le travail est plus facile, ce qui est complètement différent quand vous êtes dans une situation où des salariés qui n'ont jamais effectué ce genre de tâches. Donc, attention, on peut créer de la multimodalité, c'est-à-dire savoir-faire, développer des compétences en situation de travail, donc en situation de productivité. Alors évidemment, en termes de gain de productivité, ça c'est les indicateurs OPCO, on est à 10%. Donc, contrairement à la formation sur le temps informel, AFEST réduit massivement le coût lié aux erreurs, à la casse matérielle et aux accidents qualité grâce à un encadrement structuré, parce que il faut quand même, c'est quelque chose qui doit être structuré. D'accord? Un exemple sur les frais logistiques, par exemple, sur des formations classiques, on est à 100% de déplacement, donc hôtel. Donc ça, c'est vraiment montrer un peu l'avantage de l'entreprise, et les frais logistiques à FEST, c'est pratiquement zéro, parce qu'il ne bouge plus, il est en entreprise. Alors évidemment, il y a un coût sur l'ingénierie en amont, mais c'est un investissement sur la qualité, d'accord? Donc c'est une valeur ajoutée à l'entreprise qui pourra agréger ça dans son processus de fonctionnement, de management ou d'organisation. Donc, ça ne couvrira pas, de toute façon, les frais qu'elle aura investis même si c'est remboursé. D'accord? Alors, évidemment, l'analyse comparative des coûts évités, par exemple, comme je vous ai dit, donc l'hébergement, remplacement salarié, obligation de formation langue, ici inutile, parce qu'il est maintenu sur le site. Le recrutement sécurisé, là on a donné l'exemple des projets de formation, obligation de formation au recrutement, et évidemment l'erreur. L'erreur dans la formation standard reste quelque chose de théorique, parce qu'il n'est pas en mode productif. Et là, on est vraiment dans la maîtrise extrêmement réel. Je rappelle quand même qu'on n'est pas censé le mettre en situation de travail, mais en situation de productivité. Il est censé travailler. Alors évidemment, on peut imaginer en amont de préparation sur des métiers bien spécifiques, mais l'objectif, c'est d'aller vraiment en productivité. Alors, l'architecte, c'est pour ça qu'on arrive à la fin de notre présentation, évidemment, l'entreprise aujourd'hui, elle a tout intérêt d'aller dans ce genre de dispositif. Mais pour cela, elle doit s'appuyer sur des professionnels d'ingénieurs de formation, d'experts en AFES pour pouvoir les aider à réduire leurs coûts. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, ce qu'elle veut, c'est payer le moins possible et réduire leurs coûts, et surtout voir le retour d'investissement sur les compétences qu'elle a développées chez ses salariés. D'accord? Donc, on est vraiment sur un positionnement haut de gamme qui permet de facturer l'ingénierie stratégique plutôt que la simple animation. D'accord? On n'est plus sur la simple animation, ce qui est logique. Alors, pour finir la partie stratégique et financement, évidemment, j'ai rappelé que le diagnostic est pris en charge par les OPCO,
l'ingénierie, accompagnement consultant financé ou cofinancé, le déploiement, remboursement du réel salarié, charge au forfait parcours, évidemment, capitalisation, donc valorisation du plan de développement au sein de l'entreprise. Donc, il n'y a que des avantages, évidemment, avec vraiment un engagement, une obligation d'engagement des équipes, de l'entreprise dans ce qu'on appelle l'accueil, le changement des équipes et des organisations. Voilà, voilà. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai donné un état. Alors, sachez quand même un état un peu de l'évolution de la peste depuis 2018, des marges qui existent aujourd'hui et cette volonté de développer, vous, en tant qu'ingénieur et des professionnels de la formation, cette compétence de construire des parcours, de concevoir des parcours en situation de travail. D'accord? Donc, la thèse transforme une contrainte légale en levier de performance financier. On a essayé de parler argent. Hein. C'est l'investissement le plus rentable pour sécuriser les compétences clés et réduire les coûts cachés de l'entreprise moderne. J'espère que j'ai été à la hauteur des attentes que vous avez prévues lors de cet échange. On peut laisser 5 minutes si vous avez une question. Ce que je vous propose, c'est si vous pouvez, si vous voulez que je vous transmets l'étude, donc l'étude d'analyse, de développement et des perspectives d'évolution de la peste pour 2026-2027, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail. Donc, je vais vous donner ma boîte mail. Vous m'envoyez ça. Envoyez ça sur sofiane.sitemap.org. Voilà. Donc, je vous ai laissé ma boîte mail. Donc, envoyez-moi plan. Hein, comme ça, je vous envoie le plan d'analyse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, évidemment, je forme les professionnels à l'accompagnement pédagogique qui va englober les 4 volets. Hein, comment réaliser une étude de faisabilité. 2, comment créer ou concevoir des séquences en situation de travail apprenantes, comment créer des véritables séquences réflexives, évidemment, comment évaluer et tracer en amont ce parcours avec, à la fin, faire un bilan des choses et même vous accompagner plus tard sur vos projets. Je finirai pour vous expliquer, attention, la loi n'indique en aucun cas qu'il faut être certifié à la FEST pour faire de la FEST. Ça, c'est très important, puisque par contre, elle parle de formateurs. Alors évidemment, si vous êtes des ingénieurs de formation ou des formateurs, évidemment, c'est une compétence que vous devez avoir en plus pour gagner de la valeur ajoutée sur le marché. Et je reste à votre disposition, évidemment, pour vous expliquer plus sur cette formation, hein, qui est à distance, qui est courte, mais qui est opérationnelle, parce que l'objectif, c'est de vous rendre opérationnel et répondre à tous vos clients et répondre même demain à vos appels d'offres, si vous en avez. Je voulais vous dire merci de votre présence. Vous avez été nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un message si vous voulez qu'on échange, si vous avez un projet de formation en entreprise ou un projet lié à votre activité. Et je reste à votre disposition. Merci à tout le monde. Merci Nawel, merci Salima. Je vois que vous êtes… voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Nathalie, Leslie, Geoffroy, Farouk. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous dis merci. Merci à vous. Merci à vous et au revoir.